Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. À la une de l'actualité, la première édition de formation qualifiante courte de spécialisation est lancée. Elle est une opportunité pour les jeunes titulaires de diplômes universitaires non professionnels en quête d'emploi. Aux commandes, l'ANPE et le ministère de l'Enseignement supérieur. Les professionnels des médias du Septentrion disposent de la nouvelle version du code de déontologie et d'éthique dans les médias. Ils ont reçu le test révisé pour garder à l'esprit les droits, devoirs et règles qui encadrent le journalisme. En sport, la 4e journée de la Yuzu League Pro a livré son verdict. On connaît désormais le classement aux 5e et 6e places. À suivre le résumé avec Gloria Oni. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les détenteurs de diplômes universitaires non professionnels ont désormais une nouvelle opportunité d'emploi. Mais cela passe d'abord par une formation qualifiante courte de spécialisation. Une idée de l'Agence nationale pour l'emploi et le ministère de l'Enseignement supérieur. La première édition vient d'être lancée à Djougou. Le point avec Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Cette première édition est considérée comme la phase pilote du programme. Les 50 diplômés sélectionnés sur les 331 qui ont postulé vont suivre cette formation de reconversion et de requalification professionnelle dans cet institut. Ce programme pilote est plus qu'une formation. Il est un acte de foi envers la jeunesse béninoise et une matérialisation de notre engagement collectif pour l'insertion et la dignité par le travail. Au nom de Madame la Ministre, je vous invite à faire preuve de discipline, de rigueur et de leadership. Les bénéficiaires s'engagent à jouer leur partition pour l'atteinte des objectifs. Pendant 6 mois, durée du programme, ils seront formés par les experts de l'IUEP-EMA dans différentes filières à fort potentiel agricole. L'objectif de ce partenariat est d'offrir des formations dans les métiers de l'agriculture tels que l'apiculture, l'arboriculture, le maraîchage, l'embouche ovine et bovine, l'élevage de volailles, de lapins et de porcs, la conduite de tracteurs et d'équipements agricoles. Chers bénéficiaires, les 6 prochains mois seront exigeants. Je préfère vous le dire tout de suite. Vous y apprendrez non seulement un métier, mais aussi une méthode, un rythme, une posture professionnelle. Cette opportunité ne peut que réjouir l'autorité représentant le gouvernement au niveau de la Donga. Grâce à cette opportunité de l'exécutif, ces 50 futurs professionnels pourront s'installer à leur propre compte ou être employés dans des entreprises à la fin de cette session de formation. On revient à Cotonou. La ville se prépare à accueillir la 19e édition du Salon national de l'artisan du Bénin. Le salon va rassembler les artisans d'ici et d'ailleurs. Ce sera un rendez-vous commercial, mais c'est surtout un appel à la découverte d'œuvres authentiques. Jacob Toshoedo et Arnaud Adadia ont suivi la conférence de presse des organisateurs. Plusieurs stands d'exposants, ateliers pratiques, animations et compétitions avec le Royaume du Maroc comme invité spécial. Le Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB 2025 est un instant festif pour les familles et les amis. Des démonstrations sur les stands toute la journée. Des soirées culturelles, concerts, théâtre, contes et un studio radio-télévision sur site pour vivre le salon en direct. Nous donnons un caractère vraiment sous-régional à cette édition où nous avons convié à cette occasion toutes les chambres des métiers et de l'UEMOA. Le Maroc est très très actif par rapport à la main tendue qu'il fait en matière de renforcement des capacités. Donc l'initiative pour qu'on puisse être dans une légitimité et de relations sud-sud.
À cette fête des artisans béninois, les 8 meilleures œuvres retenues vont recevoir l'accompagnement de la Chambre des métiers, CMA Bénin. Nous travaillons à accompagner les entreprises artisanales et les artisans à labelliser et à certifier leurs produits. C'est le seul gage qui convainc les consommateurs. Ensuite, nous organisons des formations pour amener nos artisans à faire du numérique un outil précieux et important dans l'entrepreneuriat. Je voudrais, une fois encore au nom du ministre en charge de l'artisanat, remercier Madame la vice-présidente de la République qui a accepté cette année d'être la marraine de cet événement. Initié pour offrir des débouchés aux artisans béninois, le SNAB est définitivement une occasion rêvée de découverte du savoir-faire des artisans béninois. Parlons maintenant du programme Cash Plus Care FABA. C'est la touche du gouvernement qui vise à mettre fin au mariage forcé et à renforcer l'autonomisation des filles par l'éducation. Dans les zones d'intervention, l'objectif est atteint. C'est du moins le constat d'une mission de suivi du programme dans la commune de Djougou. Les précisions avec Jean-Claude James. La joie de poursuivre les études se lit sur le visage de ces filles grâce au programme Cash Plus Care FABA. Dans la cité des Pétoni, la mission de suivi n'a pas eu du mal à rencontrer des bénéficiaires. Elles sont nombreuses. Georgette et Fridos, qui passent en 4e, sont du groupe. Tous nous convenons qu'aujourd'hui, il y a un lien intrinsèque entre le mariage des enfants, les violences faites aux enfants, les cas de grossesse précoce et le maintien des filles à l'école. Aujourd'hui, avec ces transferts monétaires, les familles qui en bénéficient arrivent à subvenir aux besoins de leurs enfants. Au niveau des 4 départements, ne serait-ce à date, nous sommes à environ 140 000 filles qui bénéficient de ces transferts. Et rien que pour l'année scolaire en cours, on a plus de 4,5 milliards pratiquement de transferts monétaires. Alors, c'est de les exhorter à continuer à croire en notre gouvernement et en sa volonté de les accompagner et sur de long terme. Parce que ce qui est recherché ici, c'est des impacts à long terme. CARE pour la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes et Cash pour le transfert monétaire aux familles au profit des filles sont les 2 volets de ce programme du gouvernement et ses partenaires, le Royaume des Pays-Bas et l'UNICEF. Je suis contente d'avoir reçu les transferts. Je promets d'être sage, d'apprendre bien et de passer aux classes supérieures. J'ai la joie au cœur parce que l'argent là nous a aidés. Ça m'a servi à acheter du soja et stocker ça pour la fille. Après, si elle a besoin d'argent, on enlève, on vend et elle va acheter ce qu'elle a besoin. Je remercie le chef d'État et son gouvernement d'avoir pensé à nous, surtout à Djougou. Cela a impacté positivement le niveau des élèves, surtout au niveau des jeunes filles. Dans ma classe, par exemple, cette année, j'ai eu 100%. Toutes les filles que j'ai présentées sont admises. J'entends, je ne sais pas si c'est une réalité, que bientôt le programme va prendre fin. Mais je n'ai pas voulu que ça soit ainsi. 26 communes des 4 départements du Nord, Borgou, Alibori, Atakora et Donga, bénéficient des interventions du programme Cash Plus Care FABA. Comment arriver à une gestion durable des ressources en eau? Les membres du réseau des parlementaires béninois pour l'eau, l'assainissement, le climat et le développement ont échangé sur la question. C'était lors d'un atelier de l'Association nationale des communes du Bénin. La NCB vise ainsi à renforcer la capacité des acteurs sur les principes de la gestion intégrée des ressources en eau. Le point avec Pierrette Adayossi et Canel Gabo. Cet atelier d'appropriation vise à renforcer la législation sur la gestion durable de l'eau au Bénin en tenant compte des défis liés au changement climatique tels que la pollution, la pression démographique et les conflits d'usage. C'est pour ces raisons que cet atelier est important à double titre. D'une part, il vise à renforcer les capacités des parlementaires pour une meilleure compréhension et appropriation des principes de la GIE. D'autre part,
Il constitue un cadre de plaidoyer stratégique pour que les politiques, les textes de loi, les budgets et les programmes reflètent davantage les priorités de notre pays en matière de gestion durable des ressources en eau. Pour ce faire, le Bénin a engagé d'importantes réformes. L'une de ces réformes vise désormais à faire le cadrage de l'activité de forage en République du Bénin. L'une de ces réformes vise également à ce que tous les usages à des fins commerciales de la ressource en eau soient soumis à des autorisations signées par le ministre de l'Énergie, de l'eau et des Mines. Et enfin, l'une des importantes réformes vise à mettre à la disposition de tous les acteurs techniques des documents programmatiques, notamment les schémas d'aménagement et de gestion des eaux au niveau de nos différents bassins et également l'actualisation de la politique nationale de l'eau. L'opportunité et la pertinence des thématiques retenues pour nourrir nos échanges au cours de cette activité ne sont plus à démontrer. Je suis persuadé qu'à l'issue du présent atelier, qui est un moment de construction d'une vision commune, chaque participant sortira engagé à défendre le droit des populations d'accéder à l'eau et à jouir d'un milieu sain. Les assises réunissent des députés, des maires, cadres techniques et autres acteurs de la société civile. Leur mission, examiner et proposer des amendements ou des compléments à la législation actuelle sur l'eau afin de mieux encadrer la gestion des ressources hydriques face aux défis du changement climatique. Voyons maintenant ce festival qui met les traditions au service du climat et de la paix. 3 jours de dialogue et d'activités diverses initiés par l'ONG La Culture au cœur du développement et soutenus par le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable. Les manifestations ont eu lieu dans la commune de Pobé. Yves-Patrick Loco et Calvador Awano. L'intensité des liens sociaux entre les membres d'une société reflète la capacité de ce groupe à vivre ensemble harmonieusement malgré les différences culturelles, économiques ou religieuses. Le Festival de la cohésion sociale et le vivre ensemble ambitionne de resserrer les rapports entre les communautés. Pour cette édition 2025 du Festival de la cohésion sociale et le vivre ensemble, l'accent est mis sur la place du climat et de la paix dans les traditions béninoises. Le thème de cette édition, forêt sacrée, cohésion sociale et vivre ensemble à Pobé, une tradition à mettre au service du climat et de la paix, nous rappelle que notre patrimoine culturel et naturel recèle une sagesse précieuse. Cette sagesse, transmise de génération en génération, peut devenir une force pour relever les défis de notre époque. La préservation de l'environnement, le renforcement des liens sociaux et la construction d'une paix durable. Le Festival de la cohésion sociale se tient à un moment où le département du Plateau s'apprête à accueillir les manifestations annuelles du culte Oro. C'est donc une occasion de prouver que la paix et la concorde règnent entre les différentes communautés de la région. Et ici, quand on veut faire notre fête, il y a des conflits. On s'est dit qu'il faut que nous puissions mettre fin à cette pratique. C'est dans cette optique que nous avons initié une telle rencontre et montrer au monde entier que Pobé est en train de se hisser comme une commune particulière en matière de cohésion sociale, de vivre ensemble et du dialogue interreligieux. Nous avons réfléchi et nous sommes dit qu'il faille donc transformer ces difficultés en opportunités pour avancer. C'est pour cela que nous sommes là, ici aujourd'hui, pour ce projet et dire que les périodes des festivités oraux, pour nous, doivent être considérées comme un moment de développement du vivre ensemble, un moment de préservation de la cohésion sociale. Conférence inaugurale interactive, visite touristique, séance de sensibilisation et projection de films sur le vivre ensemble. Ces activités vont meubler le cours du Festival de la cohésion sociale dans la cité du Calcaire. Le projet Silence Zéro œuvre aussi pour la consolidation de la paix dans 3 départements du Bénin. Djougou et Basila sont les 2 communes bénéficiaires dans la Donga. Après plus de 2 ans, le projet est arrivé à son terme. Une cérémonie officielle a marqué la fin des activités. Les précisions avec Jean-Claude James. C'est une rencontre qui a connu la participation de toutes les parties prenantes,
du Sina Sirou. Dans les différentes interventions, tous les acteurs reconnaissent les avancées enregistrées. Et les résultats, on l'a écouté aujourd'hui dans la séance, les uns et les autres paraissent relativement satisfaits. Donc, quand nos partenaires sont satisfaits, nous sommes satisfaits également. Nos souhaits pour le futur, on a délivré, on a remis des structures. Maintenant, c'est aux bénéficiaires de pouvoir les exploiter, en bénéficier. On viendra à nouveau pour voir dans quelle mesure cela a contribué à générer effectivement des ressources additionnelles pour eux. La mise en œuvre a été confiée au consortium ABJF Maison de la Société Civile. Avec l'appui financier de l'Union européenne, 6 communes à raison de 2 dans 3 départements, Borgou, Alibori et Donga, ont été impactées. Nous avons réhabilité la maison des jeunes de Patago. Nous avons construit des infrastructures marchandes au niveau du marché de Bougou, hangars et de modules de boutique, assortis d'un module de latrine. Et au niveau de Tokotoko, nous avons installé des infrastructures complémentaires au niveau de la gare routière de Tokotoko. D'autre part, concernant comme je disais, la mise en place d'un espace multi-acteurs de dialogue, nous avons aussi à ce niveau-là renforcé l'espace qui existait déjà. Je voudrais ensuite dire aux bénéficiaires que désormais le préfet du département de la Donga a le regard tourné vers ces projets qui ont été réalisés avec votre travail à les pérenniser. Avec les résultats encourageants obtenus à cette première phase du projet, Sina Sirou 2 pourrait voir le jour pour la consolidation de la paix au Bénin. Je vous le disais en titre, les professionnels des médias du Septentrion détiennent désormais la nouvelle version du code de déontologie et d'éthique dans les médias. Ils ont reçu des exemplaires pour garder à l'esprit les droits, devoirs et règles qui encadrent leur métier. Abdoulofo Idrissou et Enoch Rampati. Le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias est désormais entre les mains des professionnels du Septentrion. Ce nouveau document est d'abord un document participatif. Le premier code, il était de 1999. Et donc 25 ans après, nous avons jugé ensemble dans la profession d'actualiser ce code au regard de la prolifération des fake news dans notre environnement, au regard de la naissance du numérique avec ses implications, au regard des nouveaux défis qui nous attendent dans le genre, dans l'inclusion. Nous avons donc actualisé ce code-là pour répondre aux exigences du temps. Du glossaire à la déclaration des droits et devoirs du journaliste, en passant par des directives, ce code actualisé fixe les règles du métier. L'ancien code était de 26 articles, notamment 20 devoirs et 6 droits. Aujourd'hui, on a un code qui va au-delà de ça. On a désormais 28 devoirs et 8 droits. En termes d'innovation, désormais, donc, ce n'est plus seulement les médias traditionnels qui sont pris en compte, même les médias numérique. Le document a aussi quelques autres ajouts qu'on a. Le glossaire, par exemple, qui est un ensemble de vocabulaire pour expliquer les nouveaux mots et concepts qui habillent désormais notre jargon. Nous avons aussi la dernière partie qui est une sorte de recommandation, au total 12, qui s'annoncent comme des orientations que nous faisons à l'endroit à la fois des hommes des médias, à l'endroit des autorités publiques, mais aussi des responsables des médias pour que le travail du journaliste soit plus aisé désormais. Distribué à tous les organes de presse, il se décline en plusieurs articles pour encadrer la pratique quotidienne. Avec cette initiative, l'ODEM réaffirme son rôle de régulateur et promeut le respect strict des règles du métier. Et pendant ce temps, des équipements de 2 télévisions pirates sont mis sous scellé pour activités illégales persistantes. Conseillers et cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont descendus sur le terrain pour l'exécution de la décision en présence d'un huissier de justice. Les précisions avec Élisée Degbeyon et Amandine Aniamoussou. Hope TV et Noé TV, 2 télévisions pirates émettant sur satellite, sont mises sous scellé par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Après des mises en demeure et relances restées sans suite, l'institution de régulation des médias passe à l'action. La HAC a constaté une prolifération de télévisions émettant par satellite sans autorisation de l'institution de régulation des médias. Donc, elle a pris 2 communiqués interdisant la diffusion des émissions par satellite sans autorisation préalable de la HAC.
Après la publication et la diffusion de ces deux communiqués, la HAC a constaté que la plupart des télévisions satellitaires pirates ont cessé d'émettre. Mais il y avait quelques-unes, notamment Noé TV, Hope TV, Amazon TV et Yes TV qui ont continué par émettre illégalement. Alors la HAC a pris la décision numéro 25-044/HAC du 26 juin 2025 portant interdiction aux promoteurs de diffuser des émissions par satellite en République du Bénin. Une série d'opérations dont l'objectif est d'amener les promoteurs à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Ensuite, ce sera les médias en ligne, les radios et les télévisions qui émettent sur toute l'étendue du territoire national sans autorisation. La 7e mandature de la HAC est décidée à assainir l'environnement médiatique béninois. Son ambition, garantir au public des contenus fiables, légaux et de qualité. De son côté, le ministre conseiller Jacques Ayadi s'assure de la bonne conduite des projets routiers. Il était sur ces 5 titres du projet asphaltage à Cotonou et à Bomé-Calavi. Au constat, il a fait des recommandations aux entreprises en charge des travaux. Jules Akoiko et Ariane Da Silva. Au quartier Jacques à Cotonou, une métamorphose s'opère. Un projet d'aménagement urbain est en cours à travers la réalisation de voiries primaires, secondaires et tertiaires sur 36 rues. Des travaux qui font l'objet d'une visite de contrôle du ministre conseiller aux infrastructures. Chaque détail est passé au peigne fin. Ça dit, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'avec cette petite surface hydraulique-là, on ne peut pas espérer que le voie sera fonctionnel. Maintenant, est-ce que vous prenez l'engagement, comme vous êtes le chef ici, d'étudier ce que je viens de dire? Nous allons prendre ce que M. le ministre a dit en compte. Nous sommes actuellement ici dans la zone du Toklek Bay, où il est prévu une grande rue de 2 fois 2 voies avec des stationnements de manière longitudinale, des trottoirs et des aménagements paysagers. Il faut dire que la zone est totalement balisée, notamment dans la zone du PLM Aledjo, où on a plusieurs rues où nous devons faire des travaux de bitumage. Le projet a prévu également un volet HSE qui s'occupe de la gestion de la sécurité et puis des plaintes avec les riverains. À quelques kilomètres de Cotonou, dans l'arrondissement de Godomé à Abomey-Calavi, des rues sont touchées par le projet asphaltage. Ici, il est envisagé d'aménager la ceinture du cimetière PK14 pour faciliter l'accès aux usagers. Sur place, le ministre conseiller aux infrastructures est en visite d'inspection. Donc là, actuellement, les travaux de chaussée sont presque achevés. Et nous avons déjà mis la couche de revêtement sur la chaussée principale et actuellement nous sommes en train de traiter les amorces des rues avoisinantes pour pouvoir faciliter l'accès des riverains à la chaussée principale. Le constat global, c'est que les travaux se déroulent normalement, notamment au privé qui est à 32% d'exécution physique pour 32% d'exécution de consommation de délai. Ici, nous avons quelques retards qui sont justifiables et justifiés par les entreprises. Donc je peux dire que le constat général, c'est que les travaux se déroulent normalement. Parce qu'une route mal assainie, c'est une route vouée à une dégradation précoce. Or, tous ces moyens financiers que le gouvernement met en jeu pour réaliser ces travaux, il faut quand même que les infrastructures réalisées soient durables. Dans la commune d'Abomey-Calavi, plusieurs chantiers d'asphaltage sont en cours, avec un taux d'avancement physique global estimé à environ 45%. Il prévoit plus de 30 km de voies à aménager. En sport, on connaît le classement de la 4e journée de la Yuzu League Pro. Chez les dames, les cavaliers ont dominé les associés de Waké. Côté homme, Lungu l'emporte de justesse face au Bosco Star. Le résumé avec Gloria Ouni, Igor Ayoso et Patrick Ekpelengue.
8 équipes se sont qualifiées pour les demi-finales de ces play-offs. Remarque, seulement 2 équipes de la conférence Nord ont pu tirer leur épingle du jeu. Déclin démographique dans certaines régions du Nord, diminution des investissements dans le sport professionnel ou encore ce sont les talents de la conférence Nord qui sont attirés par les programmes et les propositions des équipes de la conférence Sud. Autant de préoccupations sur lesquelles nous reviendrons dans un prochain élément. Mais en attendant, je vous invite à suivre la 4e journée de ces play-offs qui se déroule toujours ici à l'Institut régional de santé publique de Ouidah. Les cavaliers ont su imposer leur rythme dès les premières minutes face à une équipe de Moudibat pourtant combative. Malgré la défaite, Moudibat et ses coéquipières ont développé des phases de drive bien construites et quelques tirs d'une grande précision. Mais cela n'a pas suffi à inquiéter les cavaliers, solides collectivement et efficaces dans la finition. Score final 53-43 en faveur des cavaliers. On a joué sans notre pivot principal, donc c'était un peu difficile, mais on a su gérer. C'est vrai, à un moment, on était tous cramés, on trichait beaucoup à la défense et puis elles ont profité pour remonter le score. Mais après un temps mort du coach, il nous a parlé et puis on a pu retrouver le souffle et on a géré. Cette compétition, nous avons beaucoup appris. Nous sommes vraiment tombés sur des adversaires qui ont plus d'expérience que nous et beaucoup de force que nous. Donc la saison prochaine, on ira mieux s'entraîner. Nous sommes 5e, donc l'année prochaine, on fera tout pour être. Pourquoi pas aller en finale. Pourquoi pas aller en finale? On a vu Keinde sur cette action, regardez. Oui, le jeu en transition, ça c'était le dernier quart-temps. Exactement. Du côté des hommes, le duel entre Bosco Star et Longou a offert une bataille tactique. Bosco Star a bien démarré la rencontre, mais a progressivement perdu pied dès la fin du premier quart-temps. Longou en a profité pour prendre l'ascendant durant les 2 premiers quart-temps. En seconde période, les 2 équipes se sont rendues coup pour coup dans un match où chaque équipe souhaite sortir par la grande porte. Malgré le sursaut de Bosco Star en fin de match, Longou a su conserver son avantage pour s'imposer sur le fil 53-47. D'abord, nous avons eu 2 matchs compliqués. Pour l'entame de la compétition contre Aspal, ça n'a pas été facile. C'est une équipe qu'on a l'habitude de rencontrer, mais avec les renforts qu'ils ont eu, ça a été un peu compliqué. Nous sommes mal rentrés dans la compétition contre Énergie. Ça n'a pas été aussi facile. C'est une grosse équipe, mais nous avons donné ce que nous pouvons pour sortir du match contre Énergie, tête haute, et en même temps préparer le match de classement. Il s'est bien passé ce soir. Il y a eu la fatigue qui a pesé. On a défendu Indiv durant tout le match parce qu'ils ont beaucoup de tireurs. Il ne fallait pas revenir en zone pour laisser le temps de tirer. Donc à la fin, la fatigue a joué, mais après 22 points, il fallait gérer jusqu'à la fin. Et nous l'avons fait. Cette 4e journée laisse place aux demi-finales du championnat professionnel de la Youssou League de basketball. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.